Drainville. On le reçoit en studio parce qu'il va lancer ce soir un autre livre, parce qu'il est auteur, mais il est aussi, vous le connaissez peut-être mieux, comme chroniqueur dans le Journal de Québec ou encore comme prof pour ceux et celles qui ont étudié à Montréal. C'est Mathieu Bock-Côté qui s'amène en studio. Salut Mathieu. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est pour la présentation de ton bouquin que tu vas lancer ce soir à la librairie Cartier à compter de 18h. Le nouveau régime, essai sur les enjeux démocratiques actuels. C'est aux éditions Boréal. Là, je vais t'avouer, je sais que tu me l'as envoyé la semaine passée. J'étais en vacances. Je suis revenu en début de semaine un peu grippé. J'ai pas encore eu le temps de le lire. De quoi s'agit-il? De prolifique auteur, qu'est-ce qu'il a écrit? Alors, il y a deux grandes idées qui sont dans ce livre-là. La première, c'est que je cherche à comprendre. On dit toujours aujourd'hui, il faut défendre les droits de l'homme, les droits de l'être humain, ainsi de suite. Mais quelle est la conception de l'être humain à partir de laquelle on fonctionne? C'est-à-dire, comment se représente-t-on l'être humain, à qui on accorde des droits, à qui on souhaite l'émancipation? Donc, je cherche à voir comment, sur une quarantaine d'années, il y a une transformation complète de l'idée qu'on se fait de l'être humain. Et puis ça, on peut appliquer ça dans toute une série de domaines, que ce soit la théorie du genre, que ce soit la question dont on parlait ce matin à la SAQ. Oui. Est-ce qu'on peut dire madame, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? On en a parlé à l'émission d'ailleurs. Quel est le fondement philosophique derrière cette bataille contre madame, monsieur? Quel est le fondement philosophique derrière la bataille contre père et mère? Quel est le fondement philosophique derrière, quelquefois aussi, d'autres enjeux comme l'euthanasie, mourir dans la dignité? Donc, en gros, première partie du livre, je m'intéresse beaucoup à cette question. Comment s'est transformée notre conception de l'être humain? Et deuxième partie, il y a 4 parties, mais je donne les 2 principales. Je m'intéresse beaucoup à la question de ce qu'on pourrait appeler la dissidence. C'est-à-dire comment dans un système qui fonctionne au politiquement correct, comment dans un système qui fonctionne avec des espèces une police de la pensée qui d'une certaine manière balise le discours public, patrouille le discours public, à la recherche de dérapages, à la recherche de propos inacceptables selon les vérités du jour, à la recherche de propos en transgression avec les espèces de politiquement correct, disons-le, eh bien, comment peut s'exprimer une forme de liberté intellectuelle, de liberté politique lorsqu'on est finalement en désaccord avec l'opinion obligatoire du moment. Donc, avec ces 2 éléments-là, vous avez 2 portes d'entrée dans le livre. Il faut comprendre, pour les gens qui nous écoutent, que ce livre-là, il est un peu la suite de l'autre livre que tu as publié juste avant, qui a un titre très évocateur et très clair, Le multiculturalisme comme religion politique. Oui, alors ça, c'est vraiment, effectivement, c'est 2 livres qui s'emboîtent naturellement. Voilà. Comment ils s'emboîtent? Parce que le multiculturalisme comme religion politique, d'abord, pour moi, tu l'affirmes, c'est une affirmation, tu n'as pas mis un point d'interrogation. Non, là. Puis ensuite, je le documente sur à peu près 360 pages. Et moi, je suis d'accord avec cet énoncé-là. Je pense que le multiculturalisme, c'est devenu une religion politique. Alors, ce que je cherche à comprendre, autrement dit, il y a, me semble-t-il, quelque chose comme une époque dans laquelle nous vivons. Il faut comprendre l'époque dans laquelle on vit. Dans la question du multiculturalisme comme religion politique, ce que j'ai cherché à faire, c'est sur la fameuse question identitaire. Tous les débats dont on a parlé au Québec, la charte des valeurs, la question de l'identité nationale, de la laïcité, de la culture, de l'enracinement. J'ai cherché à montrer comment il y a une espèce de logique aujourd'hui de fragmentation programmée des nations et comment, ce que je cherchais à comprendre finalement, c'est la logique du multiculturalisme. Donc derrière les mots ouverture à l'autre, respect de la différence, tout ça, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Puis je montrais comment, pour l'essentiel, ça reposait sur ce que j'appelle l'inversion du devoir d'intégration. Donc ce n'est plus au nouvel arrivant de prendre le pli de la société d'accueil, c'est à la société d'accueil de se transformer complètement pour accommoder le nouvel arrivant. Puis ensuite, j'expliquais ça sur 50 ans d'histoire, c'était aussi un essai d'histoire intellectuelle. Donc, je montrais comment la gauche s'était transformée aussi, comment elle était passée de la défense de l'ouvrier, du travailleur, à la défense de toutes les minorités possibles. Donc ça, c'était le multiculturalisme comme religion politique. Dans celui-là, je poursuis mon enquête sur l'époque, disons ça comme ça, en m'intéressant particulièrement, je l'ai dit, sur finalement, quand on pense à l'être humain, ses aspirations, ses rêves, ses libertés, ses droits, à quoi pense-t-on aujourd'hui? Puis ce que je cherche à montrer, c'est le drame que j'essaie de documenter dans le livre. C'est quand on s'est dit aujourd'hui qu'il faut détacher l'homme de sa culture, de sa mémoire, de sa langue, de son histoire, de son identité sexuelle, de sa religion, de sa civilisation. Et on s'est dit qu'en le détachant de tout ça, on aurait un homme beaucoup plus libre. Eh bien, moi, ce que je cherche à montrer dans le livre, c'est que lorsqu'on détache l'homme de toutes ses appartenances, on n'a pas un homme libre, mais on a un homme nu. Et un homme condamné à grelotter dans un monde trop froid pour lui. Un homme condamné à l'errance parce qu'il n'aura plus des repères indispensables pour construire son identité, sa personnalité. Donc, dans ce livre-là, d'une certaine manière, je regarde quels sont les effets politique, concret, philosophique aussi, de la grande déconstruction dont nous sommes les contemporains. Est-ce qu'on pourrait enseigner ça? C'est un auditeur qui m'écrit. Est-ce qu'on pourrait enseigner ce livre dans le cours éthique et culture religieuse? En fait, on peut mieux comprendre le cours éthique et culture religieuse grâce à ce livre, je crois. Mais il va être à l'index ou dans le cours éthique et culture religieuse? Je n'ai pas l'impression qu'il sera recommandé, mais regardez, ECR, c'est un bon exemple. On a une population qui, en général, dans nos sociétés, est assez réservée devant les accommodements raisonnables. Oui. Et, dans le cours ECR, un des théoriciens du cours ECR, un de ses plus importants, a dit, quand tous les
enfants seront passés par le cours ECR, ils comprendront pourquoi et comment la décision de la Cour suprême sur le kirpan à l'école est l'expression naturelle de la démocratie à l'heure de la diversité. Donc, puisqu'à défaut de convaincre les parents, on va convaincre les enfants. Vous pouvez utiliser le terme que vous voulez pour parler de ça. Moi, si on me disait, Mathieu, je suis un indépendantiste, vous le savez, si on me disait faut enseigner la souveraineté à l'école, je m'y opposerais vigoureusement parce que la vocation de l'école, c'est pas de transmettre une idéologie, ni la mienne, ni la vôtre, c'est de transmettre un patrimoine de culture, un patrimoine de civilisation. Mais j'ai quelquefois l'impression qu'aujourd'hui, à l'école, on a davantage le souci d'éduquer en donnant les bonnes vertus idéologiques du moment plutôt que de transmettre ce patrimoine de culture qui nous élève tous pourtant. Tout à l'heure, tu parlais de la police de la pensée. C'est-à-dire, moi je l'appellerais aussi la police de la rectitude. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des débats maintenant qu'on ne peut pas aborder. Oui. Si on les aborde, par exemple, un exemple très concret, si on aborde la question des seuils d'immigration, oui, on est tout de suite suspect. On est certainement, on devient phobe. Ouais, phobe, islamophobe. Europhobe, islamophobe, xénophobe, homophobe, transphobe. Et moi, ça me fascine ce mot-là, phobe, il est très important. Parce que qu'est-ce que ça veut dire quand on traite quelqu'un de phobe? Vous savez, donc, mettons, vous voulez baisser les seuils d'immigration, vous dites que vous êtes xénophobe. Ben, quand quelqu'un on est phobe, ça veut dire qu'on a une aversion monomaniaque, irrationnelle pour quelque chose. Et quand on est phobe, eh bien, on va pas voir la vie publique, on se mêle pas de la vie publique. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'en va voir son psychiatre, qui va nous aider à nous guérir de nos phobies. Et moi, ce qui m'embête... Phobe, c'est peur. Oui, moi, c'est peur irrationnelle. Peur irrationnelle. Et moi, ce qui m'énerve avec ce vocabulaire des phobies-là, c'est que ça consiste à discréditer à l'avance un adversaire. On ne discute pas avec un fou, on le soigne. Et moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est qu'une certaine gauche, pas toute la gauche, mais une certaine gauche, pendant longtemps, a réclamé le monopole du bien. Elle avait le monopole du bien, l'adversaire, c'était le mal. Eh bien, aujourd'hui, elle réclame le monopole de la santé mentale. Et ça commence à être plusieurs monopoles qu'il me semble nécessaire de contester. De ce point de vue, Éric Duhem ne sera pas en désaccord. Absolument pas. Donc, ce monopole de la santé mentale qui consiste à tracer un périmètre idéologique très étroit dont on ne peut pas sortir sans risquer de se faire accuser de dérapage, d'extrémisme, de populisme, de phobie, ça me semble être un des principaux obstacles à la démocratie aujourd'hui. Cette manie de transformer son adversaire en phobe systématiquement, c'est une manière de dire j'ai le monopole de la raison et du bon sens pour moi, je ne parle pas avec vous, je vous soigne ou je vous expulse du débat public. J'ai lu des passages dans la deuxième section de ton livre où il est question de dissidence et j'avais l'impression que tu parlais des radios de Québec. Parce que, puis moi, c'est une des raisons pourquoi je suis rendu à Québec maintenant. J'ai l'impression que le combat est perdu à Montréal et que un des derniers endroits de liberté où on peut encore avoir le droit de dissidence, puis le droit d'avoir des débats, puis le droit de contester la rectitude politique, c'est ici dans les radios de Québec. À Montréal, j'ai l'impression que la partie, elle est terminée. J'ai l'impression que c'est fini le combat idéologique. Ils ont gagné. Alors, vous savez, moi, je vous dirais, je crois qu'en politique, aucun combat n'est jamais perdu une fois pour toutes. Je suis indépendantiste, je suis bien obligé de croire ça. Mais cela dit, je pense qu'il faut c'est justement parce qu'il y a une forme d'homogénéité idéologique dans certains médias qui croient donner la note, eh bien, qu'il faut remettre en question ce discours hégémonique, qu'il faut remettre en question les fausses évidences dans lesquelles on cherche à nous enfermer. Non pas pour jouer à la dissidence, parce que c'est amusant d'être contre. Tout simplement parce que quand on a une espèce de discours qui monopolise la parole publique, ça crée des frustrations immenses dans la population. Et vous ne comprendrez rien au phénomène comme Trump aujourd'hui, ou comme la montée des populismes en Europe, si vous ne voyez pas comment la confiscation de la parole publique par une certaine bien-pensance a provoqué des frustrations. Et ces frustrations-là finissent par se canaliser quelque part. Ces élites-là finissent par recevoir en pleine face. Et ne le comprennent pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Parce que ça m'a fasciné dans le phénomène du Brexit. Rappelez-vous, on a organisé le référendum sur le Brexit. Une fois que le référendum a été perdu, on a dit deux choses. D'abord, on n'aurait pas dû l'organiser. Et deuxièmement, on s'est moqué des gens qui ont voté pour la sortie de l'Union européenne. On les présentait essentiellement comme des édentés malodorants, galeux et puants. Les mêmes qui ont élu Trump. Alors, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est cette espèce de disqualification morale, disqualification psychiatrique, disqualification politique de l'adversaire. Et moi, je crois à une conception de la démocratie qui est un peu plus exigeante. On n'a pas pour vocation de tous penser la même chose. Vous n'avez pas pour vocation de penser la même chose que Marc Cassivi. Bernard Dréville n'a pas pour vocation de penser la même chose que Philippe Couillard. Mais ce que j'espère dans une démocratie, c'est que tous reconnaissent la légitimité de l'acteur qui est devant soi. C'est-à-dire, je pense que j'ai raison, mais je pense que vous avez le droit de me contredire. Puis c'est en évitant de se diaboliser mutuellement qu'on est capable ensuite de faire progresser vraiment le débat. Mais ça, je crois qu'on a beaucoup de difficultés. Puis quand je suis pessimiste, je me dis que est-ce possible d'avoir un débat non diabolisé? Je l'espère, mais je n'en suis pas toujours certain. D'ailleurs, c'était fascinant pendant le débat sur la laïcité. Moi, je disais ouvertement, ceux qui prônent le multiculturalisme, c'est correct.
C'est légitime. C'est une autre façon de voir les choses. Je suis pas d'accord avec, mais je leur reconnais le droit de proposer ce programme-là. Mais moi, nous, qui croyons à cette idée que il doit y avoir, des droits individuels, mais il doit y avoir aussi des valeurs communes. Oui. Moi, là, de proposer des valeurs communes comme la laïcité, j'étais tout de suite raciste, xénophobe en puissance. Donc, comme tu le dis, la légitimité morale de la proposition était discréditée d'avance. J'avais même pas le droit de la proposer. Tu comprends? Parce que ça allait en dehors du système de valeurs consensuel de la bien-pensance. Et vous noterez d'ailleurs que lorsque le débat a eu lieu, ce qu'on a découvert, c'est que l'immense majorité de la population y était favorable. Les édentés, alors, le commun des mortels, finalement, a-t-il le droit à la parole publique? Mais c'est l'exemple de ce débat sur la laïcité est excellent, parce que voilà un débat qu'on a tout fait pour le repousser, pour l'empêcher, et lorsqu'il est apparu, on s'est rendu compte, c'est ça ce qui m'a frappé, chez nos multiculturalistes, dans ce cas-là, je consacre quelques textes à cette question dans la première partie du livre. D'ailleurs, le premier chapitre, c'est ce que j'appelle le multiculturalisme de droit divin. Et je parle de l'excommunication multiculturaliste, c'est-à-dire lorsqu'on est devant soi quelqu'un qui n'adhère pas au multiculturalisme dans notre société, le réflexe ne consiste pas à discuter avec lui, à réfléchir de quels sont vos fondements, quels sont vos principes, mais à vous présenter comme un ennemi de la démocratie, un ennemi des libertés. Puis la question de la laïcité est un formidable exemple. La laïcité, qu'est-ce que c'était? Un idéal de collectif. C'était dire qu'au-delà de nos différences, au-delà de tout ce qu'il y a de parcellaire, on a quelque chose en commun. Eh bien, le commun dans nos sociétés, tout ce qui est en commun, on le présente toujours comme la tyrannie de la majorité et comme le fruit d'une domination inacceptable. Voilà. Et ça nous ramène au débat d'aujourd'hui un peu étrangement. Je comprends parfaitement qu'il faut accommoder les gens qui ont une identité sexuelle marginale, originale, je le comprends. Mais faut-il pour cela interdire à la population dans son ensemble de dire « Madame, Monsieur », je comprends parfaitement qu'il y a des familles éclatées, composées, transformées aujourd'hui. Faut-il pour autant dire que père et mère sont des concepts transphobes ou homophobes et discriminatoires? Ça revient à ce que tu disais au départ quand tu as parlé que c'est à nous à s'adapter aux immigrants et non aux immigrants à s'adapter à nous. Là, c'est à 22 millions de transactions à s'adapter pour une transaction pour laquelle il y a eu une plainte. C'est à nous de nous enlever le monsieur, le madame, parce qu'une personne sur 22 millions s'est plainte. Et ça nous montre à quel point je crois qu'un certain discours diversitaire est très autoritaire. Très autoritaire parce qu'il veut éradiquer, chasser de la culture tout ce qui entrave une certaine vision ou une forme de sacralisation des minorités. Puis de temps en temps, vous le noterez, il y a un lynchage public. Ça, c'est une chose qui me fascine dans notre espace public aujourd'hui. Quand quelqu'un écrit une chronique qui est en désaccord avec l'esprit du jour, avec l'esprit du temps, on attaque l'auteur. Eh bien, on attaque l'auteur. C'est ce que l'autre fois, il y a un chroniqueur du Devoir qui s'est fait attaquer de manière odieuse comme ça, qui avait une critique de l'idéal diversitaire, Christian Rioux. Et là, moi, j'ai dit cette journée-là, c'était le jour de pendaison à Montréal, parce que chacun y allait de son commentaire fielleux, assassin. On le traitait. On disait pas je suis en désaccord avec vous. On dit vous êtes raciste. Mais quand on accuse quelqu'un de racisme, vous voyez au Québec, le racisme, c'est la pire des discriminations possibles. C'est la discrimination raciale. C'est la discrimination odieuse par excellence. Quand on abuse du mot racisme, comme on en abuse dans nos sociétés, eh bien, premièrement, on fait perdre le sens au mot. Et deuxièmement, eh bien, on disqualifie tout débat possible. Le débat en ce moment sur le racisme systémique au Québec. Est-ce qu'on veut vraiment créer une commission pour accuser dans son ensemble la société québécoise d'avoir des pratiques implicitement racistes? Moi, je trouve que c'est un délire de porter une telle accusation, mais pourtant, de telles accusations, on la cote médiatiquement. On en a parlé, Éric et moi. Rima El-Khoury a écrit un texte là-dessus. Elle fondait son analyse sur un sondage, CROP, dont la crédibilité a été un petit peu mise à mal, mettons, ces dernières années, mais passons. Mais essentiellement, elle concluait, elle posait la question, le CROP posait la question, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème avec avec la différence avec les immigrants et l'emploi? OK? Est-ce qu'il y a un problème de discrimination? Puis effectivement, leur taux de chômage est plus élevé. Et il y a effectivement à peu près la moitié des Québécois qui disaient non, il n'y a pas de problème de discrimination avec les immigrants. Et elle disait, voyez, il y a la moitié des Québécois qui reconnaissent pas le problème de discrimination, même si le chômage est plus élevé. C'est la preuve qu'il y a du racisme au Québec. Ça, c'est la formidable alternative. Du racisme systémique. Oui. Alors, ça, c'est la formidable alternative dans laquelle on cherche à nous coincer. Soit vous reconnaissez que la société québécoise est raciste, donc vous êtes un antiraciste diplômé, certifié, patenté. Soit vous reconnaissez pas que la société québécoise est raciste, et alors là, vous êtes un raciste conscient ou inconscient. Eh bien, vous voyez, quand on présente le débat public ainsi, eh bien, il n'y a plus de débat. Parce que si le débat, c'est entre les racistes voilà. Et ça, c'est probablement l'héritage du 20e siècle. J'ai quelques textes à la fin, notamment un sur Raymond Aron, un des grands intellectuels français du 20e siècle. Une des grandes leçons du 20e siècle, me semble-t-il, c'est qu'il ne faut pas penser la politique en termes de
le bien, le mal, les gentils, les méchants, les fins, les pas fins. Il faut se dire que chacun d'entre nous cherchons à définir le bien commun à partir des valeurs qui sont contradictoires. Certaines personnes donnent plus d'importance à la liberté, d'autres à l'égalité. Certains donnent plus d'importance à l'enracinement, d'autres au cosmopolitisme. Certains donnent plus d'importance à la durée, d'autres à l'éphémère des choses. Eh bien, le propre de la politique, ça ne consiste pas à écraser le point de vue qui n'est pas le nôtre, mais à faire cohabiter dans une cité cette diversité de tempéraments, de valeurs et d'idées, sans renier ses propres idées, mais en évitant d'excommunier, d'ostraciser celui avec qui on est en désaccord. Un autre délire récent qu'on a eu en terminant, ça a été celui de la culture du viol au Québec. Là, nous dire on avait l'impression que tous les hommes au Québec étaient des violeurs il y a quelques semaines, parce qu'il y a eu des incidents qui sont produits ici à l'Université Laval à Québec. Faut le faire quand même. Là, je comprends qu'il y a un débat féministe qui veut s'exposer, qui veut prendre sa place, mais de commencer à parler d'une culture systématique au Québec du viol, à un moment donné, faut pas charrier. Là. Je le transposerai sur autre chose. Regardez, lorsque la ministre Thériault a dit qu'elle n'était pas féministe. Oui, en mars dernier. Me semble-t-il, le féminisme est une idéologie fort respectable. On peut en embrasser de grands pans. On peut se dire féministe soi-même. Mais est-il possible de ne pas l'être sans être un traître, sans être hostile aux femmes? Si le féminisme est obligatoire, qu'on nous le dise, on peut parfaitement s'en réclamer. Alors, le problème, elle dit « je ne suis pas féministe » et ça devient un scandale. Marie-France Bazot dit « je ne suis pas féministe » un instant, on en fait un scandale. Eh bien, moi, cette manie, me semble-t-il, de transformer l'expression d'une opinion contradictoire en scandale, me semble-t-il que c'est encore une fois, c'est ça qui est le scandale. Le véritable scandale, effectivement, c'est la multiplication des scandales autour de chaque débat qui émerge dans l'espace public. Donc, dans ce livre, finalement, ce que je cherche à comprendre, c'est pourquoi notre démocratie va bien moins bien qu'on l'espère, ou bien moins qu'on le croit, moins bien qu'on l'espère. Comment derrière la prétention à vivre en démocratie aujourd'hui, peut-être sommes-nous un peu moins en démocratie qu'on le croit. Et c'est un plaidoyer, évidemment, pour qu'on appelle une restauration de l'idée démocratique fondée sur une vraie culture du débat. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Ça donne le goût de lire le livre. Il est en vente dès maintenant. Bien sûr. Le nouveau régime, essai sur les enjeux démocratiques actuels. Puis ceux qui veulent en avoir une copie dédicacée, vous pouvez aller au lancement à 18h à la librairie Cartier, sur Cartier aussi. Merci de peut-être passer par nos studios, Mathieu. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir, les auditeurs apprécient. Nous, on prend une courte pause. Au retour, changement de sujet. On va vous parler des parents au hockey mineur. Ça brasse dans les arénas à Québec. Bernard et moi allons jaser. Mathieu va même